Bonjour tout le monde, merci d'être au rendez-vous pour un voyage dans l'invisible. Alors je dirais même qu'avec notre invité d'aujourd'hui, les voyages seront initiatiques car aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir un auteur et directeur de Oasis l'éveil au monde, une agence de voyage spécialisée dans les voyages initiatiques et spirituels. Alors je suis sûr que vous aurez beaucoup de questions à poser à notre invité, alors pas de souci. Christelle est bien là pour les recueillir et me les transmettre comme vous en avez l'habitude, dans la deuxième partie de l'émission. Eric, bonsoir. Eric Grange, voilà, je te rends compte, j'ai ton livre et j'avais oublié ton prénom alors qu'on venait de discuter 2 secondes avant. Eric Grange, bonsoir et merci d'avoir Bon. accepté mon invitation. Ah ben, c'est un honneur. Bonsoir Philippe, bonsoir à toutes les personnes qui nous regardent et qui nous écoutent. C'est un honneur d'être sur ton émission. On ne vous demande pas d'y croire. Je suis très honoré. Alors merci beaucoup pour cette invitation. En tout cas, c'est un plaisir. Alors pour commencer, alors tu sais, moi j'aime beaucoup les chemins de vie. Alors moi je voudrais savoir qu'est-ce que tu recherches dans tous ces voyages qui t'a amené peut-être, c'est peut-être ça, qui t'a amené à créer ta propre agence de voyage. Qu'est-ce que tu Alors, recherches? on m'a jamais posé cette Ah question. bah C'est incroyable. fallait En- commencer, en- fallait et, commencer fort. et je la trouve très intéressante. En fait, je me rends compte que je recherche la conscience qui relie. La conscience qui relie. Quand j'ai créé mon agence de voyage, je voulais un mot international qui se prononce un petit peu dans toutes les langues. Et j'ai beaucoup hésité entre oasis et reliance. Et pour moi, les voyages que je fais ou que je propose, j'appelle ça relier les mondes. C'est-à-dire, on, on se relie évidemment avec des lieux sacrés, avec des personnalités que nous rencontrons, euh, avec soi-même, et tout ça se croise et, euh, et on se relie aussi avec des dimensions qui nous échappent, et ça me plaît beaucoup. Du reste, dans ma vie, quand je prends des temps d'intériorisation, je n'utilise pas le mot méditation, qui pour moi est un mot qui est un petit peu chargé, euh, qui induit un petit peu en objectif de non-pensée, etc. Et j'utilise le mot, tiens, je vais faire un temps Ah, de reliance profonde avec ce qui est. Ça peut être des pensées, ben oui, voilà, je suis avec ces pensées, ça peut être avec ces émotions, heureuses ou moins heureuses, mais en tout cas, je me relie avec ce qui est à l'intérieur de moi et ce qu'il y a à l'extérieur de moi. Et ça, c'est assez précieux pour moi et c'est un petit peu mon chemin de vie, c'est-à-dire d'aller de plus en plus dans la profondeur de notre être et en même temps d'aller de plus en plus dans l'extériorité, la réalité extérieure autant que possible et relier les deux, quoi. Donc voilà, mon objectif, je le conscientise plus encore avec ta mhm. question, c'est vraiment de, d'aller dans la reliance, et dans la reliance, on ne peut pas se passer de la conscience. Mhm. Euh, donc, c'est un petit peu ce qui m'a mis en mouvement pour aller voir ailleurs. Ça fait 30 ans que je sillonne la planète et j'ai trouvé que le fait d'aller vers l'étranger, c'est-à-dire dans les endroits où bah, c'est pas la même température, il fait humide, il fait plus chaud, il fait plus froid, mais aussi les gens parlent différemment, mais Ouais. pensent différemment, ont des habitudes différemment, dans des systèmes sociaux différents, culturels différents, gouvernementaux différents. Eh bien, c'est comme si toutes ces différences m'aidaient à mieux cerner mes pourtours. Mhm. Et du coup, je me suis rendu compte, c'est venu au fil des années, puisqu'au début, je voyageais par plaisir. Aujourd'hui, je voyage par plaisir et par motivation de grandir, euh, parce que, en fait, je me rends compte que j'ai utilisé le voyage comme une voie d'éveil.
Et aujourd'hui, alors attention, j'ai pas dit que j'étais en éveillé, hein. Tu es en Un bonne voie petit en tout peu cas. éclairé sur certaines choses, je suis très humble là-dessus. Mais simplement, aujourd'hui, à travers mon témoignage, mon intention, c'est un petit peu de partager ici, dans notre quotidien, chez nous, ben, de ce que j'ai pu expérimenter ailleurs. Hmm. D'ailleurs, tu dis que, là j'ai lu un petit peu sur ton site internet, que tu es pratiquant d'une spiritualité sobre et intimiste. Oui, C'est, j'aime beaucoup j'ai trouvé ça ces très beau. qualificatifs. Et alors je voudrais que tu Oui. m'en dises un petit peu plus là-dessus. Alors, j'ai, je trouve que la spiritualité se marie avec le, le secret, et le secret, du reste, le secret et le sacré, c'est la même étymologie. Mhm. Et je vais aborder quelque chose d'un peu particulier, c'est-à-dire que dans les terres spirituelles qui m'ont inspiré, je pense à la Polynésie, je pense à Bali, l'Inde aussi, le Ladakh, qui est en Inde, mais voilà. J'ai les êtres qui m'ont interpellé ou inspiré, c'était des êtres qui ne parlaient pas beaucoup de Dieu. D'accord. Et comme on m'a dit une fois, je crois que c'était en Polynésie qu'on m'a dit ça, on ne parle pas de Dieu, on parle à Dieu. Ah, d'accord. Et du coup, je me suis pris ça et je me suis dit, mais oui. Et en fait, quand je parle de spiritualité sobre et intimiste, c'est que nous pouvons avoir des éveils de conscience euh, presque très très subtils. Et je vais dire quelque chose qui va peut-être paraître paradoxal, mais ma, mon attitude, ma proposition, c'est que ces temps-là, quand il m'arrive de caresser la présence, même en temps furtif, c'est de les garder en silence et de ne pas aller s'empresser, d'aller faire fuir ça sur les réseaux sociaux, sur je ne sais pas trop quoi. C'est de vraiment protéger quelque chose, puisque par essence même, la dimension dont nous parlons euh, est ineffable, elle ne peut pas se dire. Et ça, c'est assez paradoxal euh, parce que nous sommes là présents, ou à travers les livres, où tous les conférenciers du monde, tous les animateurs du monde euh, parlent de quelque chose dont on ne peut pas décrire. Et du coup, en fait, tout ça, ce sont des tentatives pour que chacun, peut-être à travers sa présence et les mots qu'il va véhiculer, va peut-être tenter de toucher chez l'autre, ben, voilà, quelque chose qui va le faire comprendre quelque chose. Moi, je sais qu'il y a des phrases que j'ai entendues 1000 fois dans le développement personnel, Mhm. et puis, un jour, je ne sais pas pourquoi, parce que c'est ce moment-là, parce que c'est cette personne-là, parce que c'est cette voix-là, j'ai l'impression de la comprendre pour la première fois. Et ça, pour moi, c'est la grande beauté des maîtres. Un maître pourra vous donner un principe spirituel qu'on a peut-être entendu 1000 fois, mais parce que c'est lui, moi je parle par exemple de Arnaud Desjardins, Mhm. qui m'a beaucoup inspiré, qui parlait avec des mots tout simples, des mots de tous les jours. Euh, eh ben, il y a des paroles, parce que c'était lui qui les disait. Ah oui, cette parole que j'ai entendue 1000 fois, elle me touche. Ah, Voilà un petit peu ce que j'entends par spiritualité sobre et intimiste. d'accord. Et est-ce que ta spiritualité, euh, l'idée que tu te fais de la spiritualité change au fur et à mesure de l'évolution de tes voyages? Est-ce que Oh mon Dieu, constamment, constamment? constamment, je dirais, j'ai toujours l'impression d'être au début du chemin. Ah, Il y a cette parole dans la Bible, devant Dieu, nous sommes des enfants. Et chaque fois que j'ai cru attraper quelque chose, attraper un principe, attraper une réalité, la vie
dans sa turbulence ou son intelligence, m'a fait se désagréger ce que je pensais capter pour me réouvrir. Et, et du coup, je crois profondément que nous sommes jamais arrivés sur le terrain de la spiritualité. Euh, même les maîtres le disent, et je trouve que quand on a des maîtres qui nous montrent encore des brins de névrose, et c'est un cadeau de se montrer dans la vulnérabilité parce que au bout du compte, euh, ce dont nous parlons est en mouvement infini. Et, euh, et du coup, cela change complètement. Moi, je vois dans ma pratique que j'ai appelée reliance, qui s'est beaucoup intensifiée là, depuis l'année passée avec le confinement et tout ça. Hmm. J'avais commencé à me créer, on va dire, des petits protocoles, des petits gestes, des façons de faire, fermer les yeux, etc. Et puis, à un moment donné, je me suis dit, mais c'est bizarre, j'ai plus la sensation. Et je me suis rendu compte que j'avais une nouvelle manière de me relier qui était différente et que ça change Ah, constamment. Donc, en fait, je n'ai pas de protocole à enseigner, si ce n'est que d'avoir juste l'intention, à un moment donné, de me dire, OK, j'arrête un petit peu cette vie qui peut tourbillonner, qui peut me confronter, qui peut venir me chercher. Je prends un temps pour moi. Tiens, aujourd'hui, en ce moment-là, comment je fais? Qu'est-ce que j'invente pour être au plus proche de moi-même? Et cela peut être m'asseoir dans mon rocking chair, cela peut être sortir et m'attarder devant une fleur, cela peut être autre chose qui m'appelle en ce moment. hmm. Et je vais encore reparler d'Arnaud Desjardins, euh, qui, à travers toutes ses causeries, tous ses livres, un jour, quelqu'un lui pose la question, et si on devait résumer la voix, qu'est-ce que ce serait? Et puis Hmm. là, il y a un grand Belle silence dans question. l'assemblée. Et il dit, toujours sur son ton très calme, tout cela se résume à un seul mot. Écoute, et il continue et il dit, et ce mot, c'est oui. Oui à ce qui est là tout de suite maintenant, mes pensées, mes émotions, mon ressenti corporel. Oui à ce qui est, je m'accueille dans ce qui est à cet instant-là. En fait, ça, Hmm. c'est ma vie. Hmm. Et est-ce qu'il y a eu une première expérience, je sais pas, une expérience mystique que tu aurais vécue, qui t'a donné le là, on va dire, pour continuer et pour dire, waouh, mais c'est ça que je veux faire, c'est ça qui m'apprend, c'est ça qui m'anime, c'est comme ça que je veux évoluer. Est-ce qu'il y a eu Oui, un voyage, il y a eu comme une révélation, comme il y a plein de personnes qui ont des révélations, mais c'est des trucs instantanés. Euh, Souvent, oui. il s'est passé que la personne était quelqu'un avant et elle est quelqu'un après. Est-ce que tu as eu ça, Alors, toi? pas trop, parce que du plus loin que je me souvienne, j'ai toujours été en connexion, on va dire, avec, c'est toujours difficile à dire, mais avec une sensation de présence, je vais Hmm, le dire comme d'accord. ça. Et, euh, et qui, des fois, je me souviens d'avoir vécu ce que maintenant j'appellerais des expansions de conscience, mais quand j'avais 10 ans, je ne savais pas ce que c'était, d'être vraiment présent à des moments, de voir des, des choses que je pressentais ou qui me venaient en vision se produire. Mais je vivais ça un petit peu en dissidence, c'est-à-dire que je n'en parlais pas. Après, quand j'ai découvert le développement personnel, j'ai trouvé plein de petits camarades qui étaient dans qui étaient dans la même démarche, et ça m'a beaucoup ouvert. Euh, j'ai eu des expériences particulières dans la pyramide de Khéops, Hmm, euh, c'est-à-dire ce que j'ai dit dans mon livre.
puisqu'il est quasiment autobiographique, Ah. ce livre, Ah, c'est-à-dire c'est tout ce évidemment une que question que je voulais te poser. Est-ce que c'était autobiographique ou pas? Est-ce que Ouais, ouais, ouais. Ce Tony, c'est toi? Tony, c'est moi. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai voulu puiser ce livre dans mes tripes, dans mon passé. J'ai pas été inventer quelque chose là-haut, quoi. Et du coup, tous les personnages principaux ont existé Même et Yasmina. toutes les aventures spirituelles ont existé dans leur base. Après, je les ai romancées pour en faire, j'espère, un joli roman, Ah, mais tout ça, ça, je je te l'ai vécu. confirme. Et Yasmina existe. Yasmina existe, Quelle voilà. chance. Yasmina, pour les gens qui nous écoutent, c'est- alors, ça s'est réellement passé, c'est-à-dire que un jour, à l'époque, je portais en diamant en boucle d'oreille. Il y avait une époque comme ça pour nous les Moi hommes, aussi. voilà. Toi aussi. Et j'étais dans le musée du Caire que j'avais privatisé pour un groupe et je me promenais un petit peu seul, j'avais un peu laissé mon groupe. Et en fait, il y a une femme qui s'approche de moi et qui me montre ma boucle d'oreille avec le diamant. Et du coup, je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il me dit, ben ouais, je l'ai trouvé par terre. Je m'étais pas rendu compte que j'avais perdu ma boucle d'oreille. Ce qui veut dire que, un, cette femme-là m'avait repéré avec la boucle d'oreille. Deux, il se trouve qu'elle a trouvé la boucle d'oreille par terre. Trois, elle est honnête et décide de me chercher dans le musée. Mhm. Quatre, elle me trouve. Cinq, elle me restitue la boucle d'oreille. Et six, et c'est vrai, on a une relation d'amour qui commence. Dans la réalité, elle a commencé assez rapidement. Dans le livre, on voit Oh, que c'est quand même rapide, j'ai hein? mis la fiction en dessous de la réalité parce que je me suis Ouais. dit, le lecteur va vraiment penser que je lui raconte des choses irréalistes. Mais dans la réalité, c'est comme ça que ça s'est fait. La relation d'amour a démarré rapidement. Donc tout ça pour dire que, en fait, ce livre est vraiment autobiographique et je l'ai pensé comme ça, quoi. Juste un truc sur le livre. Est-ce que tu as vécu, enfin, tu as voyagé autant en si peu de temps Donc, alors, parce que euh, là, là, c'est Globetrotter, oui et mais non. Oui et Globetrotter, non. C'est-à-dire qu'en fait, comme je dis, ce tour du monde de Tony est irréaliste, mais il est réalisable. ouais. Euh, Parce que c'est du C'est-à-dire jour au qu'en lendemain, île de Pâques, on retourne à Bali, voilà, enfin, c'est vraiment, en fait, c'est plusieurs voyages que ouais, j'ai fait en aller-retour depuis la France et que j'ai imaginé en tour du ouais, monde d'accord. parce que ça me plaisait beaucoup, quoi. Ah non, mais en tout cas, c'est réussi, hein. Ça, je peux t'assurer que c'est réussi et ça a marché avec moi en tout cas. Ça m'a Hmm. fait voyager. Hmm. Euh, il y a un truc aussi. Donc, si c'est autobiographique, tu aurais rencontré le Dalai Lama? Non. Non. Oui, ça c'est vrai, j'ai des photos, j'aurais pu les mettre là. Euh, En fait, j'étais à Leh, donc Leh c'est au Ladakh, c'est la capitale du Ladakh, avec un groupe. Et du coup, le Dalai Lama, l'été, pendant les mois de juillet-août, il va dans le Ladakh parce que il fait plus frais plutôt qu'à Dharamsala, où il séjourne habituellement, où avec la mousson, il fait très chaud. Et du coup, on me dit, ben, le Dalai Lama, il est là pour quelques semaines. Et j'ai dit, oh, c'est génial, j'aimerais tellement le rencontrer. Et ce qui est complètement fou, parce qu'il y a des millions de gens qui veulent le rencontrer. Et si on prend rendez-vous par Internet, on peut peut-être avoir une audience dans 2 ans, 3 ans, je ne sais pas. Et en tout état de cause, la résidence du Dalai Lama à Leh est assez simple. Il ne faut pas s'imaginer quelque chose de très inaccessible, etc. Bon, il y a des vigiles à l'entrée. Et du coup, ben, je vais à l'entrée et je dis, ben voilà, j'essaye de me flatter en disant, je fais des voyages spirituels, je suis sur une voie d'éveil, et puis même si c'est juste 30 secondes, il est là Mhm. à 20 mètres, ça me ferait plaisir. Et j'ai un garde très gentil qui me dit, non, non, je ne peux pas, même pas une seconde, il me dit. Mhm. Et en fait, là, j'ai pratiqué ce que j'appellerais l'effort constant. C'est-à-dire quand nous voulons quelque chose,
on reste axé sur notre intention. Mhm. Et donc, je vais dire un petit peu les techniques un petit peu que j'ai Ah oui, oui, appliquées là-dessus. complètement. Et je suis resté là. J'ai dit, bon, ben, je vais attendre. Et j'ai dû attendre 3 heures, 4 heures devant la porte. J'étais à 10 mètres. Et des fois, je revenais. Je dis, mais vous êtes sûr, vous avez réfléchi une seconde? Non, 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 on est désolé. Et je suis resté quelques heures. Et puis finalement, je suis rentré. Et après, euh, je suis revenu le lendemain et j'ai revécu la même chose. Et je lui dis, ben, j'ai montré ma volonté. Et puis le garde me dit, bon, si vous voulez le voir l'approcher, ben, dans 2 ou 3 jours, il y a le grand rassemblement du Kalachakra. Il y a 10 000, 50 000 personnes qui vont être là. Vous pourrez le voir. Et puis, ben, sa maison est à côté de l'immense terrain de foot où il donne le Kalachakra. Donc, en gros, il y a sa maison d'un côté, il y a cet immense terrain où se rassemblent les gens, et puis il y a le podium et Mhm. la scène de l'autre côté. Et il dit parfois, il sort à pied et il fait ce chemin à pied. Ah ben là, on avance, c'est-à-dire à force, les heures d'attente, voilà. Et du coup, je me suis levé à 3-4 heures du matin et je me suis mis devant sa résidence d'été en me disant peut-être qu'aujourd'hui, il sortira à pied, il fera les 500 mètres à pied. Et effectivement, j'ai attendu, j'avais pris mes tisanes parce qu'à lait à 3000 mètres d'altitude, à Ouais. 4 heures du matin, j'avais mes couvertures, j'avais ma tisane et puis j'ai dû attendre 2-3 heures. Et effectivement, à 6-7 heures, j'ai tourné ma tête et j'ai vu le Dalai Lama qui était là à 20 mètres, qui marche très vite Mhm. et qui est arrivé vers moi. Et c'est comme ça que j'ai pu discuter avec lui, Mhm. sans aucun rendez-vous, sans bénéficier d'aucun passe-droit, simplement, et c'est ça ce que je veux faire passer dans cette expérience-là, c'est en maintenant mon intention. Et c'est ce que je dis dans le livre, la volonté faible. J'ai appelé ça la volonté faible. Ouais. C'est-à-dire, je ne suis pas dans un excès de volonté. Je veux voir le Dalai Ouais. Lama et j'argumente là-dessus. Je suis dans une volonté faible, constante. Voilà, j'ai ce désir, je l'exprime, je le partage autour de moi. Et finalement, le miracle s'est fait, comme il s'est fait 2-3 ans après, quand j'étais en Birmanie et que j'ai rencontré Aung San Suu Kyi, Mhm. et que la chose s'est faite à peu près dans des contextes à peu près similaires, en maintenant mon intention. Et ça, c'est ce que j'ai voulu partager dans mon livre, c'est que, en fait, il y a un chemin à tout, Mhm. et que à partir du moment où euh, je vais être très subtil, hein. Je Vas-y. vais le dire de façon grossière et après je vais le dire de façon subtile. D'accord, vas-y. Euh, euh, à partir du moment où je suis vraiment un avec ce que je veux et que j'épouse ce que je veux, le chemin se fait. Mais, et la deuxième lecture de cette phrase, c'est que en fait, ce que je veux, ce n'est pas ma personnalité qui le veut. Je pourrais dire c'est ce que la vie veut, c'est que ce que Dieu veut, Mhm. c'est-à-dire euh, Tu ne parles pas mes, d'âme là. mes désirs sont un peu ce que la vie attend de moi. Donc en fait, ce n'est pas je veux d'abord et j'obtiens après, c'est que ce que je vais obtenir me parvient par des modes irrationnels sous forme de rêve, de désir, Mhm. peut-être de besoin, Mhm. peut-être de pensée, tout est acceptable, mais en fait, c'est le préliminaire de là où je vais. Donc en fait, c'est ce mantra un petit peu que j'aime bien illustrer. Et quand les gens me disent, Ouah, t'as réalisé tes rêves, tu as créé ton agence de voyage, etc. Et moi, je ne sais pas comment je vais y arriver. Je dis, mais tu n'as pas à te poser la question de comment tu vas y arriver. Si Dieu a mis ce rêve-là en toi, c'est qu'il te montre la direction où il faut aller. Et pourtant, il y a des gens qui rêvent d'autre chose et qui n'y arrivent pas. Bien Qu'est-ce sûr. que tu crois qu'il manque, qu'il leur manque, ou qu'il Eh nous manque, bien, c'est quand c'est nous je, qui avons un je- échec? je pense
et que, Qu'on se trompe à nous-mêmes? il y a, il y a des choses qui nous dépassent et que l'on ne peut pas expliquer. Euh, je crois profondément que parmi tous les rêves que nous avons, il faut en choisir un et s'y engager profondément. Et ça va forcément nous conduire quelque part. Hmm. Peut-être que le rêve ne va pas se réaliser, mais peut-être que ça va être complètement autre chose. Moi, combien de fois j'ai été dans une direction croyant obtenir quelque chose, et puis finalement mes pas m'emmènent vers complètement autre chose d'inattendu et qui est ton cadeau. Donc, je pense que l'essentiel, c'est de revenir à sa dynamique, Mhm. ici et maintenant. Comme disait Arnaud Desjardins, oui à ce qui est. Ok, j'ai ce rêve, ok, ben, je l'écoute et je vois quel premier pas je peux faire. Et puis peut-être que si le pas d'après, il change, ok, ben, le rêve a changé, puisque de toute Mhm. façon, nos rêves changent, la vie change. Euh, L'une des prises de conscience les plus fortes de ma vie, c'était de réaliser que même notre inconscient change, notre inconscient est vivant. Je dirais même, nos névroses sont vivantes. Nous sommes parcourus de la vie, par la vie en permanence, quoi. Donc, voilà, laissons faire. Est-ce que tu crois que avant notre incarnation, parce que bon, on est sur on ne vous demande pas d'y croire, hein, donc on peut y aller, euh, avant notre incarnation, on, on est prédisposé ou alors on a choisi bah, justement nos rêves qu'on Oui. on les a choisis et d'un coup, enfin, comme si on avait un fichier zippé qui a par moment, en fonction de la vie, en fonction de ce qui se passe dans notre vie, se dézippe et voilà, un rêve qui apparaît, un autre rêve. Oui, oui, j'aime bien cette expression, se dézipper. Le zip, c'est aussi la fermeture éclair Ouais. qui ouvre, hein. Donc, c'est vraiment l'ouverture. Je pense que oui, je pense que nous arrivons tous avec une prédisposition pour quelque chose. Certains appellent ça une mission. Moi, j'ai toujours été attiré par le voyage. Pourtant, mes parents ne voyageaient pas, ils n'ont pas pu me montrer ça. Mais quand j'étais à l'école, j'étais passionné par la géographie. J'apprenais par cœur les capitales, ce qui est quand même Ouais. en drôle de jeu. Comme j'étais plutôt bon à l'école, on m'a dirigé vers des écoles d'ingénieurs, maths sup, maths spé, école d'ingénieurs. Moi, je voulais faire en BTS tourisme. Euh, on m'a dit, mais ça va pas avec en bac C avec mention. Alors, du coup, j'ai fait des études d'ingénieur et puis j'étais en ingénieur contrarié jusqu'à ce que Ah, je revienne à ce pourquoi je crois que j'étais fait, c'est-à-dire voyager, faire voyager et aujourd'hui de plus en plus témoigner de voyages. c'est Donc ça, c'est un petit peu ma. Je crois qu'on a tous en immense potentiel. Après, les chemins d'éveil de chacun sont initiatiques au sens propre du terme, c'est-à-dire que personne ne peut nous aider. Comment dire? Personne ne peut savoir pour nous ce que nous avons à faire pour grandir. mm, C'est initiatique, c'est-à-dire que c'est forcément inconnu. Et en fait, ces échanges, ce que tu fais, Philippe, avec tes émissions, ce que les gens font avec leurs conférences, leurs séminaires, c'est ni plus ni moins un petit peu croiser nos atomes, échanger nos atomes pour que, ah ben oui, tiens, il y en a un qui se met en lumière chez moi, parce que machin a dit truc bidule, et que bingo, hop, il y a quelque chose qui s'ouvre en moi. mm. Et je pense que ça, c'est le chemin initiatique, c'est-à-dire qu'en fait, au bout du compte, tous les enseignants spirituels, toutes les principes spirituels, en soi, ne sont pas là pour être enseignés, ce sont des tentatives maladroitement humaines pour essayer de nous réveiller dans quelque chose qui est superbement inhumain entre nous. D'ailleurs, tu parles de chemin. Beaucoup de personnes font très attention aux synchronicités pour suivre leur chemin. Toi, je Ah sais que oui, tu as une ah oui, oui, théorie ah sur bah, les synchronicités. Enfin, tu voilà. penses quelque chose qui
qui est un petit peu différente de ce que j'entends habituellement. Voilà, aujourd'hui, il y a un peu une mode des synchronicités. Et je trouve qu'on en fait un petit peu en étalonnage du niveau spirituel. Et là, je dis non, attention. Euh, le niveau de maturité spirituelle ne se mesure pas au niveau de synchronicité que j'ai dans ma vie. C'est même très casse-figure d'avoir cette croyance. Euh, je vais prendre un exemple. Je vais prendre le bus, je marche jusqu'à l'arrêt du bus. Au moment où j'arrive à l'arrêt du bus, le bus arrive, ouvre ses portes. Synchronicité. Est-ce que pour cela, je suis particulièrement éveillé? Peut-être que non. Je suis peut-être dans mes tourments, je ne suis peut-être pas dans l'ici et maintenant, je suis peut-être dans les angoisses du passé ou la peur de l'avenir. Voilà. La personne qui va arriver derrière moi, qui va arriver une minute après et qui monte sur la station de bus au moment où le bus ferme les portes et il s'en va, est-ce que cette personne est dans le niveau de maturité spirituelle inférieure? Peut-être que cette personne-là est parfaitement alignée avec elle-même, peut-être qu'elle est dans l'ici et maintenant. Mhm. Donc, je trouve que c'est assez dangereux que de faire que d'aller dans Le voire même, tout. je dirais, le comptage des synchronicités. Et je pense que la grande, parce qu'en plus, c'est forcément perdant, parce que qui donc a une vie parfaitement synchrone avec les événements extérieurs? Donc, c'est un petit peu comme je parlais tout à l'heure de la méditation, il y a des mots qui qui contiennent une part d'illusion et qui peuvent engendrer une part de culpabilité chez les pratiquants Ouais, qui n'y arrivent pas. ouais, complètement. Et ça, je trouve que c'est pas très juste au niveau de la pratique spirituelle. La seule synchronicité à avoir, elle est avec nous-mêmes. Et que je prenne le téléphone au moment où quelqu'un me téléphone ou que je prenne le téléphone au moment où il est absent, ça n'a aucune importance. Du moment où je prends le téléphone au moment où c'est juste pour moi. Et j'irais même jusqu'à dire, et je pousse encore un petit peu le bouchon, que toute cette mode des synchronicités, ça peut être assez récupéré par l'ego. Oh, génial! Hmm, Je hmm. suis arrivé J'en ai là, le chopé, oui. bus Ouais. arrivait, qu'est-ce que je suis bon. Mais qui dit ça à l'intérieur de moi? C'est l'ego qui veut fanfaronner Eh oui, parce qu'il se croit supérieur spirituellement. Fondément, ouais. qu'est-ce qu'on en pense? Hein, n'est-ce pas? Donc, du coup, je pense que moi, je préfère parler en termes de retentissement. Tiens, euh, je vais rencontrer telle personne, une fois ça s'est produit ben, à Lyon, je vais rencontrer, tiens, j'ai prévu de rencontrer telle personne ce soir. C'est l'après-midi, je vais à une terrasse de café, je rencontre la personne de façon anticipée. Le retentissement, eh bien, c'est toujours pareil, j'écoute ce qui est à l'intérieur de moi. Et là, c'était la joie, et je m'accueille dans cette joie. Ça aurait pu être autre chose, j'aurais pu dire, bah tiens, ça me gêne, parce que j'avais prévu de faire autre chose, etc. Et je pense que c'est important tout le temps d'être vraiment à l'écoute de nous-mêmes, de ce qui se dit à l'intérieur de nous-mêmes. Et c'est pour ça que, par rapport aux événements extérieurs, qu'est-ce que ça retentit en moi? Sans forcément vouloir y donner un sens absolu. Hmm, Le, ouais. le grand sens de la vie, il existe, il est là. Le, le divin n'est pas là avec des panneaux indicateurs pour dire, tiens, tu dois passer à droite, passer à gauche. Le divin, il s'en contrefou qu'on passe à droite ou qu'on passe à gauche. Nous sommes animés par la vie. Et il est là, le divin, et que l'on passe à droite ou que l'on passe à gauche, ça n'a pas vraiment d'importance quand vraiment on sort de soi-même
et qu'on se regarde de très haut avec beaucoup de recul. Donc voilà, moi je préfère parler en termes de retentissement, Mhm. quoi. Mhm. Mais écoute, ouais, ouais, mais en tout cas, tu as très bien expliqué. Alors, on va parler un petit peu des voyages aussi. Euh, Qu'est-ce que Bali, l'Égypte, la Polynésie aussi, je crois, ont de Oui, particulier au niveau. Je crois que c'est ces trois pays que tu. Enfin, pays, Polynésie, c'est la France, oui, oui. enfin, ces trois endroits que tu apprécies beaucoup pour leur niveau de spiritualité. Euh, Après, je suis sûr qu'il y en a Voilà. d'autres, hein, bien sûr, mais enfin, dans Euh, le livre, tu en parles beaucoup. oui, je suis très nourri par Bali où je suis allé tellement de fois. Euh, je suis aussi j'ai été très nourri par mes voyages en Polynésie où je n'ai pas été autant de fois que j'aurais voulu, compte tenu de la distance et du coût. Euh, L'Égypte, c'est un peu pareil, c'est un peu différent parce que l'Égypte, c'est une spiritualité morte. Cette civilisation des pharaons qui a été si rayonnante et qui dépasse tout entendement n'existe plus aujourd'hui. Quand on va en Égypte, on va sur des lieux qui vont nous porter, Mhm. nous inspirer, nous relier. Donc, on va parler un petit peu de Bali parce que ce que j'aime à Bali, c'est que c'est un petit peu le complément du monde occidental. Mhm. C'est-à-dire en France, en Occident, on a plutôt tendance de prendre des temps d'intériorisation, de reliance, de méditation, un peu seul sur son zafou, devant une bougie, voilà. Et à Bali, la pratique spirituelle est collective, c'est-à-dire les Balinais ont des pratiques avec leur famille, avec les voisins, avec le village, euh, en continu. Donc on passe de l'individuel au collectif. Ce que j'aime aussi à Bali et qui me parle beaucoup, c'est que la spiritualité occidentale est un peu immobile, je dirais. Et alors que la spiritualité balinaise, elle est dynamique. On se met en mouvement, c'est-à-dire que les pratiques collectives se font en marchant, en faisant des processions, en offrant des offrandes aux divinités. Donc là aussi, on a quelque Mhm. chose entre l'immobilité et le mouvement. Et surtout, moi, ce que j'adore à Bali, et que je trouve que nous avons peu chez nous et que justement c'est une voie d'enseignement, c'est que moi, j'ai fait énormément de stages de développement personnel et on nous dit, bon, ben, tu coupes le portable, on va dans un lieu de retraite, de séminaire, on fait une parenthèse, on pousse la vie avant, on sait qu'on va Mhm. la retrouver après, on crée une bulle. C'est très bien, hein. Bali a une autre approche, c'est-à-dire que la spiritualité et la vie quotidienne, on pourrait dire profane, est interfacée. Et ça, je trouve ça très intéressant parce que on ne crée pas une dualité dans notre esprit où il y aurait le profane d'un côté et le sacré de l'autre. En fait, encore une fois, nous sommes partagés euh, comment dire, partagés par le sacré. Nous sommes nourris par le sacré. Et je me souviens lors d'un rituel que j'organisais avec un groupe à Bezaki, qui est le plus grand temple sacré de l'île, le grand prêtre de Bezaki, donc c'est la sommité spirituelle de Bali, c'est-à-dire que c'est le grand prêtre du temple le plus sacré de l'île. D'accord. On va dire c'est un peu le pape de Bali. En pleine cérémonie d'offrande, il avait un BlackBerry à l'époque, il prend son BlackBerry et il répond, et il fait ses aspersions d'eau sacrée en répondant au BlackBerry. Il y a des gens qui ont été choqués de ça. Et je leur dis, mais regardez, dans la vie au quotidienne, quand vous êtes au restaurant et que vous allez manger, ben, vous avez un hôtel où il y a de l'encens qui brûle et des offrandes qui sont faites. Au bout du compte, Bali illustre le fait que, euh, que le sacré est partout et je trouve que c'est ce que nous avons à peut-être à nous sensibiliser ici parce qu'on n'a pas forcément le temps
de toujours prendre 3 jours pour s'isoler avec un groupe ou quoi que ce soit, et qu'au bout du compte, le divin se dit de partout. Je sais que dans ma vie, j'ai beaucoup intégré ça. Quand je sors de ma chambre, je passe devant ma colonie de Bouddha. C'est le passage obligé. Pour Hmm. sortir de ma chambre, j'ai ma colonie de Bouddha. Alors, eh ben, je, au pire, si j'ai pas le temps parce que je me suis levé un peu tard et que je suis à la bourre, je vais dire coucou, vous êtes avec moi aujourd'hui? Tchac. Et puis des fois, j'ai envie de confier quelque chose, je vais m'arrêter et leur dire, voilà, cette journée, il va se passer quelque chose. J'ai rendez-vous avec Philippe Ferrer ce soir. Je veux être aussi conscient et dans le cœur que possible. Voilà. Et puis demain, ça sera encore autre chose. Mais en fait, ce que Bali m'a appris, c'est vraiment que l'on peut faire des clins d'œil du divin et que l'autre chose que Bali m'a appris, c'est qu'il n'y a pas de notion de temps. Ça, c'est très Hmm. important. Je n'ai pas besoin de faire des prières pendant une demi-heure, 1 heure, de réciter des mantras pendant 3 heures. Le divin est là et que ça m'est arrivé parfois d'être dans des situations difficiles. Je sais, une fois, j'ai été arrêté par la police parce que j'avais fait une grosse infraction. Ça se produit très rarement. J'ai dit, hé, hé, il faut que tu sois avec moi. Et je n'ai pas été verbalisé. Ça peut paraître incroyable, mais le miracle a eu lieu. Et ça, c'est ce que j'aime témoigner, quoi. Est-ce qu'il y a encore un pays ou une expérience spirituelle que tu aimerais faire? À moi, beaucoup. Là, je suis en train de monter en voyage justement en Polynésie parce que j'y suis allé seul 2 fois. Et je suis en train de monter ce voyage pour un futur groupe. Et, euh, et ça, c'est des terres qui m'appellent parce que justement, par rapport à ce que nous disions au début, là-bas, nous parlons de tabou. J'ai beaucoup entendu les gens parler de tabou. Et en fait, euh, ils protègent quelque part les lieux d'énergie, les lieux sacrés, les marae, comme on dit. Et je trouve ça très intéressant de ne pas mettre des mots ou des histoires sur les lieux. Je vais témoigner de l'île de Pâques qui fait Ouais. partie du triangle de la Polynésie. La Polynésie, c'est énorme. Vous avez Hawaï, les îles autour de Tahiti et l'île de Pâques. Et quand j'ai enfin été devant ces fabuleux moaïs qui font entre 15 et 25 mètres, euh, je me suis assis, je me souviens, le premier moaï que j'ai vu, je me suis assis devant et j'ai laissé faire, je me suis laissé faire. Ça, pour moi, c'est voyager en conscience. C'est-à-dire, je n'ai pas été chercher dans les livres, oui, les Moai ont été faits par les extraterrestres, ils se sont déplacés de manière couchée Hmm. sur le son des vibrations, ou de manière verticale, où il y a le tronc qui est enterré, ou il n'est pas enterré. Il y a un niveau où je n'accorde pas d'importance à ça. Des fois, après, oui, mon mental va aller chercher des infos comme ça, mais en premier abord, pour moi, voyager en conscience, c'est de me mettre devant cette statue et de regarder ce qui résonne en moi. Et ça, je m'aperçois que je fais tout un voyage antérieur en me disant, ah bah tiens, je vais donner un exemple. Euh, euh, Tiens, il est grand, il est lourd, tiens, comment il a été installé là, pourquoi il a été installé là. C'est un petit peu le mental qui m'a parlé. Et puis après, j'ai dit, OK, on laisse un petit peu, je nourris pas ce mental. Et puis subitement, j'ai une émotion dans le cœur. Ah oui, ça fait tellement d'années que j'ai envie de voir ce Moai. Et, et j'ai pu réaliser mon rêve. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est beau. Et je rentre dans quelque chose de l'ordre du cœur et, et de la gratitude. Et mon regard s'ouvre à la mer qui est derrière, au volcan, etc. Et je commence à rentrer petit à petit dans quelque chose
qui est un petit peu plus grand. Et puis après, je peux arriver sur mon corps, qui va sentir la pierre ou l'herbe sur lequel je suis assis, heu, et peut-être sentir, des sensations, peut-être, énergétiques, que je peux avoir là. Et parfois, quand la grâce veut venir, je peux rentrer dans des espaces encore plus grands. Ça s'est produit Ouais. et alors moi, ce qui se produit systématiquement, c'est la pyramide de Khéops, parce que rien que d'y penser, genre, ça me donne des frissons. Il y a des lieux, qui me connectent sur des plans vraiment supérieurs, mais de manière quasiment Est-ce immédiate, quoi. est-ce que tu as eu l'expérience qu'a eu Tony quand il est... Oui, ah bah, c'est vrai au mot près, Ah hein. bon? C'est-à-dire cette Alors je vais pas expérience quand je me spoiler, suis mais mis. c'est quand même magnifique. Oui, 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 oui. En fait, dans la réalité, puisque dans mon histoire professionnelle, à un moment donné, j'aimais tellement le voyage et j'avais pas tellement d'argent pour voyager, donc j'ai été accompagnateur chez Nouvelles Frontières de façon bénévole. Donc ça m'a permis de voyager en emmenant des groupes. Et Nouvelles Frontières, au début, m'a affecté sur l'Égypte. Tiens, Hum. ce qui m'a pas des plus loin de là. Et en fait, il s'est trouvé que le premier groupe que j'ai emmené dans la Grande Pyramide avec des accès simples, c'est-à-dire on rentrait dans la Grande Pyramide de Khéops, les gens restaient 3-4 minutes parce que les personnes qui ne sont pas vraiment initiées, ils se disent c'est quoi cette chambre qui est toute carrée, il y a un sarcophage. Bon, ben voilà, on y va et on ressort. Donc j'ai laissé le groupe sortir, je me suis dit, bah tiens, on dit que la Grande Pyramide a un pouvoir ascensionnel, je dirais. Alors je me suis plaqué contre un mur et j'ai laissé faire. Et là, j'ai eu plein d'images qui me sont passées. J'avais l'impression que je pouvais me balader dans, dans les archives de la vie, euh, comme ça, juste avec une très très faible volonté. Et ce qui est très étonnant là-dessus, c'est pas ça le plus étonnant. Le plus étonnant, c'est que j'étais dans un espace où les, les questionnements que je portais, les, n'existaient plus. C'est assez incroyable parce que quand je suis revenu, on va dire, à l'état normal, je me suis dit, c'est incroyable, j'aurais pu, entre guillemets, profiter de cet espace d'expansion de conscience pour avoir la réponse à des questions que je me pose. Mais en fait, dans cet état d'expansion de conscience, il n'y a plus de questions. Et là, tu me fais penser aux personnes qui vivent des expériences de mort imminente, qui, une fois sorties de leur corps, ben, n'en ont plus rien à faire de leur corps et sont dans l'amour, tout simplement. Voilà. Et alors, ça m'a beaucoup questionné, cette expérience, parce que du coup, de ce point de vue d'expansion de conscience, du coup, ça donne l'impression que notre vie n'a plus d'importance, que finalement, je réalise ceci ou que je réalise cela, que... Et en fait, on se rend compte que le contraire de la facette, c'est que tous les événements ont de l'importance. À la fois, ma vie n'a aucune importance et à la fois, elle est d'une importance incommensurable parce que chacun de nous, je dirais, est une représentation unique, éphémère, d'une dimension juste incroyable. Et le sens de ça, pour moi, c'est justement que connecter à cette dimension ou se souvenir de cette dimension que nous avons tous, puisque cet être éveillé, cette conscience que nous avons, nous en sommes tous dotés, de s'y plonger dedans. Je vois que l'effet que cela me donne, c'est de me rendre plus tolérant et souvent plus aimant. Je mets beaucoup de délicatesse dans mes mots, hein, parce que Mhm. ce sont je partage mon vécu, je dirais, en humilité. Encore une fois, je ne suis pas en éveillé, mais ces moments, je dirais, d'exception que j'ai pu vivre m'ont vraiment apaisé et ouvert à des capacités de relation que j'ignorais. Je peux raconter peut-être un exemple de ce qui s'est passé au Yémen, je ne sais Ah pas oui. s'il y en a.
minutes. Ah, vas-y, Je, moi j'ai tout mon temps, hein. Ah, tu as tout en temps. Je vais raconter quelque chose qui va peut-être en premier lieu euh, choquer, mais attendez la fin de l'histoire, parce que Vas-y, je vous suis allez voir, impatient la fin là. de l'histoire est assez incroyable. Euh, J'accompagnais des groupes au Yémen et donc on avait des chauffeurs de 4x4 et puis j'avais un peu sympathisé avec eux et puis je les connaissais puisque tous les 6 mois j'allais au Yémen, qui est en pays très fermé, qui a vécu en autarcie pendant très longtemps, donc aussi qui a gardé ses traditions. Euh, et, euh, et un jour, mon chauffeur, qui devait avoir 55 ans, qui était quasiment édenté, parce que là-bas, avoir 55 ans, c'est déjà en, en record, il me montre la photo d'une jeune fille, et puis moi je lui dis, waouh, c'est ta fille, qu'est-ce qu'elle est belle, je le flatte, parce que voilà, c'est un peu l'esprit. Et le gars ne parlait ni français, ni anglais, évidemment. Et il me dit quelque chose en arabe et mon guide me traduit. Il me dit, mais tu sais, non. Alors accrochez-vous, accrochez-vous, accrochez-vous. Il me dit, il a acheté sa quatrième femme. Et je me vois blêmir. Et je vois mon guide, mon chauffeur là, mais avec une joie, d'une naïveté. Et mon guide, qui a vu ma chaîne, me dit, oui, tu sais, il a de la chance parce qu'il gagne de l'argent, parce qu'il est en présence des touristes. Et puis, cette femme-là sera bien traitée. Et je me dis, mon Dieu, je comprends que je suis dans un référentiel Eh qui est oui, différent. Cet homme-là, que moi je vois comme mauvais, c'était mon jugement immédiat, il n'est jamais que le résultat de son histoire familiale, de l'histoire de son pays. Et, euh, et j'ai regardé ça et il s'est passé quelque chose d'incroyable. Ça va peut-être choquer, mais j'ai pu accéder à l'étranger, c'est-à-dire à ne pas juger depuis ma position mhm. d'occidental, éduqué avec toute l'histoire que nous avons chez nous, la France, terre de liberté, et toute cette culture-là, euh, la France, patrie des droits de l'homme, et je suis devant quelque chose qui est juste effrayant. Eh bien, je pense que la conscience en moi m'a permis eh bien, de faire ce miracle, de garder la reliance avec cet homme-là. Et quelque part, ça va peut-être choquer, de sentir, même si je n'étais pas d'accord Évidemment. avec ses comportements, de sentir le lien d'amour que j'avais avec cet homme-là qui faisait ce qu'il pensait de mieux dans son référentiel à lui. Et du coup, ça me donne des frissons de parler de ça parce que je me suis, il y a des moments où des fois je me trouve petit, mais là, je me suis senti grand parce que je me suis dit, waouh, tu es capable de sortir aussi de ton conditionnement occidental, parce que Mhm. le conditionnement, le propre, c'est qu'on ne s'en rend pas compte. C'est ça. Si on s'en Ouais. rendait compte, nous ne serons pas, il n'y aurait pas de conditionnement. Et de se dire, mais oui, je suis dans une autre civilisation. Et tout ce que je peux, c'est amener c'est faire en sorte que la conscience s'éveille partout. Au Yémen pour ce chauffeur de 4x4 et comme pour pour tout le monde en ce moment, quoi. Enfin, c'était quelque chose qui est un petit peu trash à raconter, mais pour moi, c'est toujours important de témoigner de cet épisode-là qui a été quelque chose de très fort dans ma vie, C'est quoi. plus que de la tolérance. Ça va plus Oui, loin. oui, parce que Et il y la a de la tolérance, compréhension en même temps. voilà, la tolérance, c'est bon, il y a quelque chose qui me gêne, je le Hum. tolère. Là, c'est je suis pas d'accord avec ce que tu fais, mais toi, dans ton être, je t'aime. C'est très beau. Est-ce que tu veux qu'on passe aux questions des internautes? Ah ben, écoute, avec plaisir. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Merci Christelle pour toutes ces questions que tu m'as envoyées. Alors, on va commencer directement avec BP. Voilà, c'est BP qui t'envoie une question.
Alors, bonsoir Eric et Philippe, j'ai adoré les anniversaires Oasis. Ah, Eric, il y en aura d'autres. Eric, quelle partie de vous s'est le mieux révélée au fil de tous ces voyages, de tous ces beaux voyages? Waouh. Alors, je dirais le chemin. euh, je vais faire une double réponse qui va sembler peut-être contradictoire, c'est-à-dire, je pense que je me suis de plus en plus connu personnellement dans l'homme que j'étais, voilà, et en même temps, j'ai pu développer, et je le dis encore avec beaucoup de modestie, en, en chemin vers cette partie qui n'est pas, qui n'est pas moi, quoi. Et de jouer avec cette différence. Est-ce que ce Au serait bout une du partie compte, divine qu'on aurait en nous? voilà, il y a la dimension psychique, il y a la dimension spirituelle qui sont des dimensions qui ont des mouvements. L'évolution psychique, c'est une voie d'acquisition, alors que l'évolution spirituelle, c'est une voie de dépouillement. Hmm. Euh, L'acquisition psychique, voilà, ben, j'apprends, par exemple, là, à discuter par une webcam sur un webinaire. Je suis pas forcément très habitué à ça, donc j'acquiers un petit peu de l'expérience, des compétences. Et puis, en même temps, il y a une autre dynamique à l'intérieur de moi, c'est que, au bout du compte, plus je grandis en éveil, plus finalement je me dépouille de certaines personnes, quoi. C'est curieux le lapsus que je Ouais. viens de faire. Non, mais on a très bien compris, j'ai beaucoup aimé. De certaines, on va dire, subpersonnalités, comme disent les psys, mais voilà. Non, non, j'ai très bien compris en plus. Tu pouvais même le garder comme ça. Laurence qui demande est-ce que vous organisez des voyages en France? Eh bien, je rentre dans Voyage en France, là. Donc, je vais mettre une petite vidéo là sur mon mur Facebook là, dans les jours qui viennent. Jusqu'à présent, je faisais des voyages en France pour des Américains qui me confiaient leurs voyages. Et maintenant, on a fait notre premier voyage dans le pays Qatar, Ah, autour de Bugarache et toutes les énergies particulières qu'il y a dans cette terre qui est très, très porteuse. Donc, oui, on va développer des voyages en France, un petit peu. on D'accord? continue avec Stéphanie Allegra. J'adore ce Oui, prénom, Allegra. joli. Spirituellement, qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Moi, ce sont les guérisseurs de Bali. Parce que à force d'aller là-bas, j'ai souvent consulté le même guérisseur, un monsieur qui doit avoir 85 ans maintenant, qui exerce encore. Et en fait, cet homme-là, sans utiliser de mots, euh, m'a permis de comprendre, je dirais, l'incessant changement des, des processus d'éveil. Je m'explique. Mhm. J'ai emmené chez ce guérisseur mais des dizaines de personnes, des dizaines et des dizaines de personnes avec tous mes groupes. Et en fait, ce qui m'a surpris, c'est que chaque fois, il intervenait d'une manière différente. Je me disais, mais c'est pas possible. J'ai vu des guérisseurs dans le monde entier, ils ont toujours à peu près les mêmes protocoles, les mêmes manières de faire le diagnostic, etc. Mhm. Et lui, c'était extrêmement différent d'une personne à l'autre. Il pouvait passer 30 secondes sur une personne et une demi-heure sur la personne d'après. D'accord. Il pouvait faire tel geste avec une personne et dire à une autre personne, reviens demain. Et du coup, en fait, à assister à ces pratiques, j'ai vraiment reçu ce message que les chemins du divin sont incessamment variants. Les variants s'en passent aussi. Ouais. Quand c'est pour la Ils guérison, il changent. n'y a pas de problème. Le chemin se renouvelle complètement et le chemin d'aujourd'hui sera différent
du chemin de demain. Donc oui, la réponse, c'est sur ce guérisseur balinais Guérisseur. qui m'a vraiment beaucoup marqué. Et puis également, euh, dans le livre, je parle de Bob en aborigène. C'est le seul Ouais. personnage pour qui j'ai gardé le vrai prénom, tout simplement parce D'accord. que Bob est parti vers le grand temps du rêve. Hmm. Et Bob, quand je l'ai rencontré donc, dans le bush australien, se savait déjà en fin de vie. Et il ne me l'a pas dit, mais il a été d'une telle générosité avec moi. J'avais l'impression qu'il partageait tout ce qu'il avait, tout ce qu'il pouvait me partager. Et ça a été aussi une des grandes rencontres de ma vie, quoi. On continue avec Nadine. Quel est le pays qui vous a le plus marqué dans votre spiritualité et pourquoi? Tu Alors, vas dire Bali. oui, il y a Bali, il y a la Polynésie, il y a l'Australie. En fait, ce sont des Ouais, îles. d'accord. Faudra venir en Corse. Ah, yeah! Ah, mais avec plaisir. Je connais si peu la France. Voilà, moi, quand les gens me disent qu'est-ce que vous me proposez comme premier voyage spirituel, je leur propose Bali, effectivement, parce que c'est la terre la plus accueillante spirituellement, Celle des c'est dieux. la plus facile par le climat, par la nourriture aussi. On mange très très bien à Bali. Ouais. Par l'art de vivre balinais, ça c'est vraiment la porte que je propose, quoi. Ok, on continue avec Agnès. Alors, parmi les lieux que vous avez visités, pouvez-vous nous parler de votre expérience la plus forte? Celle Euh, d'Égypte, c'était déjà pas mal fort, hein. oui, Mais c'est bon, c'est vrai que est-ce je que tu en as eu d'autres? pense euh, que, que c'est... alors, il y a la pyramide de Khéops, qui pour moi, je veux dire, j'ai dû aller là-bas, je ne sais pas, des dizaines de fois, mais il y a quelque chose qui... À chaque fois, tu fais cette expérience? Non, parce qu'en fait, Ah, curieusement, je ne la cherche pas forcément. Euh, je cherche plutôt, et du coup, je me suis rendu compte que quand je la cherchais, elle n'arrivait pas, évidemment. d'accord. Mais en fait, je n'ai plus cette motivation. Mais simplement, je sais que quand je suis devant Khéops, la dernière fois, c'était il y a peut-être un an et demi ou deux, là, j'ai dit, voyons voir, refaisons connaissance avec Khéops. Et je suis parti dans un processus personnel que j'ai trouvé très intéressant. Alors, il y a des lieux comme Khéops ou les autres temples d'Égypte. euh, il y a des personnalités, effectivement. Les guérisseurs m'ont beaucoup marqué. Euh, et puis, il peut y avoir des dates auspicieuses, comme je dis, des festivals au Bhoutan ou en Ouais. Inde, qui sont aussi des événements forts. Euh, voilà. En fait, tous les lieux peuvent avoir beaucoup de force. Et, euh, et j'aime dire aux gens, il y a certaines personnes qui me disent, bon, tu es un petit peu chanceux, moi je peux pas voyager parce que je suis limité financièrement, ou j'ai mes parents, ou j'ai mes enfants, ou j'ai un travail, ou contraignant, etc. Je dis, mais le Dalai Lama a dit, allez chaque année dans un endroit que vous ne connaissez pas. Il n'a pas dit d'aller au bout du monde. Et, Ouais. et je vois dans la période de confinement que j'ai vécue, euh, j'ai été explorer très près de moi, et puis j'avais une fontaine avec des têtards dedans qui étaient là à 150 mètres de chez moi, que Tu l'avais jamais vu. j'ignorais. Et je dis, mais mon Dieu, quel bonheur, quel cadeau, et ça coûte rien. Là, il y a Agnès qui continue dans sa question. Elle demande est-ce que tu connectes régulièrement par la pensée à ces endroits que tu as Euh, appréciés, où tu as connu des expériences? En fait, ça m'a servi de relais quand j'étais sur place pour rebondir vers d'autres plans. Et en fait, on n'a pas la bonne nouvelle pour les gens qui ne peuvent pas ou qui ne veulent pas voyager, c'est qu'on n'a pas besoin d'aller au bout du monde.
pour s'éveiller, bien sûr que non, hein. Moi, c'est vrai que ça m'a aidé à m'ouvrir à des dimensions, mais au bout du compte, je, je reviens à ce que disait mon maître spirituel Arnaud Desjardins. Oui, à ce qui est la voie spirituelle. Euh, c'est juste, qu'est-ce qui se passe là, tout de suite, maintenant? Quel est mon état des lieux? Comment est-ce que je me ressens? Et de se mettre dans cette posture où je me regarde. Mais quand je suis en train de me dire, tiens, j'ai dépensé, on va dire n'importe quoi, j'ai peur de cette épreuve. Finalement, qui dit j'ai peur? C'est quand même assez incroyable. C'est-à-dire, nous Mm. pouvons avoir Ouais. conscience de la partie en nous qui a peur. C'est tout, c'est déjà gagné. Voilà. Et on ne cherche pas à s'affranchir de la peur. Ce que je dis ce que m'a dit le Dalai Lama, et ça a été très fort parce que je lui avais confié un problème que j'avais. Et j'attendais qu'il ait la solution. Évidemment. Et, C'est quand même le Dalai Lama. et il me dit, euh, et je lui dis, j'ai du mal à, je sais bien, je lui dis la phrase suivante, je sais bien que je dois accepter ça pour le transformer. Il me regarde, il me dit Ouais. non, non, non. Si tu te dis, ce truc-là m'embête, je vais l'accepter, comme ça il n'existera plus et je vais le transformer. Bon, est-ce que c'est de l'acceptation si on se regarde bien? C'est pas de l'acceptation. Et c'est de la stratégie du mental pour essayer de Ouais. s'affranchir de quelque chose. Et en fait, il m'a proposé comme technique et que je trouve absolument incroyable, il m'a dit, imagine que ce qui te fait souffrir te fera souffrir tout le temps, partout. Et oui, j'ai vu ça, j'ai eu la même réaction que toi. Voilà. Et je l'applique autant que possible. Et je sais que l'année passée, C'est très dur à ce appliquer. confinement, j'étais arrivé assez bien à vivre le confinement. Parce que je m'étais dit, imagine que le Que confinement va durer tout le temps. tout le temps. Que tout le temps, dorénavant, je ne pourrais pas aller à plus de 10 kilomètres, sortir, je sais pas, 1 heure par jour, j'en sais rien. Wouah, la colère, l'énervement, eh ben, c'est le processus d'acceptation qui se met en place là. Et après, je suis arrivé pratiquement à trouver des avantages. Je dis, ah bah, finalement, voilà, je vais... il y aura des soucis que je n'aurai pas parce que forcément, le confinement va me les enlever. Et j'ai pu trouver des choses comme ça. Et ça, c'est vraiment, s'il y a un message que j'aimerais passer ce soir par rapport à l'acceptation, Ouais. c'est que quelque chose vous fait souffrir. Moi, j'ai fait l'exercice ce matin parce que euh, mon entreprise a confié en cabinet digital une prestation Internet. Ils ont livré la prestation, c'était pas du tout ce que je voulais. Mhm. J'étais énervé ce matin, très énervé. Et en plus, j'étais doublement énervé parce que je me dis, bon, ce soir, j'ai cette émission avec Philippe, et si j'arrive énervé pour une connerie pareille, ça va pas le faire. Et tout ce que j'ai fait, c'est de me dire, écoute Eric, respire avec soi, avec ça. Mais je l'ai mis à l'extrême. J'ai eu la nausée, il y a mes membres qui se sont rigidifiés. Et à un moment donné, ah, il y a quelque chose qui s'est soulagé. Pas complètement, mais on va dire peut-être à 90%. Mais j'ai commencé à retrouver ma respiration. Et puis à midi et demi, le gars du cabinet digital m'appelle et il me dit, on va changer les choses, vous n'aurez rien de plus Hmm. à payer et on va faire comme vous voulez. Waouh! Mais par contre, il a fallu que je rentre dans cette acceptation de me voir livrer quelque chose qui ne me convenait pas et je me suis dit, ben, imagine que ça va rester comme ça tout le temps. Voilà. Et ça, c'est une technique que je donne Ah ouais, parce ouais. que l'acceptation, elle est totale ou elle n'est pas. On n'accepte pas à 99%. Ça, c'est, non, on accepte à Tu 100%. vas pas être trop déçu du déconfinement.
vu que tu l'as accepté maintenant et que tu sais que ça va durer tout le temps. Écoute, j'ai beaucoup respiré avec ça. Non, c'était une boutade évidemment. On continue avec. Alors, bonsoir Eric, c'est Sophie qui pose la question. Pensez-vous qu'il y ait un pays le plus approprié pour tel ou tel cas selon sa vibration? Pour tel ou tel cas, Oui, selon pour chaque personnalité, chaque, euh, oui, chaque personne est oui, différente. oui, moi, ça m'est arrivé parfois, c'était un peu gonflé de ma part, mais de déconseiller certaines destinations. Ah ouais. Parce que quand on connaît les pays, il y a des destinations, par exemple, qui sont assez sédentaires. On se met dans un endroit, on explore plus ou moins sur place. D'autres qui sont très itinérantes. Quand on va au Tibet, on arrive à 4000 mètres d'altitude, on monte jusqu'à 5002 au lac Namsio. Et effectivement, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est avoir déjà les gens au téléphone quand ils se renseignent sur les voyages. J'aime beaucoup les écouter. Et des fois, ils viennent avec une idée de voyage, une destination, et je leur dis, mais au fait, vous avez vu le programme à tel endroit, parce que d'après ce que vous me dites de ce que vous attendez de vous, ça me semble un peu plus approprié. Et il y a des fois des gens qui ont suivi ça et qui m'ont dit, ah mais oui, vous aviez raison. Donc, Ouais, comme toujours, écouter son cœur, mais on ne peut pas vraiment faire des, 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 bien sûr. des catégories, quoi. Non, bien sûr, bien sûr. Maëlys qui demande comment faire pour que les moins fortunés, que ceux qui s'offrent ces séjours, puissent avoir aussi accès aux intervenants qu'il a de la chance de pouvoir recruter. Alors, c'est assez facilement. Aujourd'hui, on a des vols low cost qui peuvent vous emmener. Bon, mais pas aujourd'hui parce que on est dans un Hmm, contexte où les frontières sont un peu c'est un peu compliquées spécial aujourd'hui. à traverser. Mais c'est possible d'aller. On peut. Il y a quantité de gens qui voyagent avec des petits budgets, Hmm. voire même qui travaillent en cours de route. Il y a tous des réseaux qui se font là-dessus. Sur Facebook, il y a des possibilités de trouver des choses comme ça. Euh, et après, ben, la vie fait que l'on rencontre des gens et qui, des fois, nous donnent des indications, nous orientent, nous croisent. Et il y a cette magie-là. Donc, moi, je dirais, oui, voyager, vraiment, pour moi, c'est très important. C'est très important, quoi. Hmm. On continue avec BP qui repose une question. Pourriez-vous nous raconter une anecdote vécue sur l'île de Pâques? Bon, tu nous en as Ah raconté une oui, tout ah à bah, l'heure. sur Est-ce que tu en as une autre? l'île de Pâques. Ça Euh, fait rêver l'île de Pâques, hein. je, c'est un pays où j'avais plusieurs contacts euh, et en fait, je n'arrivais pas à distance à avoir accès à des personnalités spirituelles, voilà, à des expériences spirituelles, à connaître des lieux. Donc, je suis allé sur place pour repérer et voir comment ça se passait à l'île de Pâques. Et du coup, je réserve une chambre chez l'habitant et le gars qui vient me chercher à l'aéroport, en militaire à la retraite, je lui parle de ce que je fais, il me répond, moi, je suis comme Saint Thomas, je ne crois que ce que je vois. Et tous ces trucs-là, c'est de la foutaise. Et c'est bien parti. Sauf que comme l'île de Pâques, c'est tout petit, il dit, bah, écoute, tu connais peut-être des gens spéciaux, j'emploie le mot. Il me dit, ah bah oui, il y en a beaucoup, il y a Catherine, il y a, voilà, un tel, un tel, un tel. Et du coup, il m'a mis en lien avec beaucoup de personnes qui toutes m'ont montré une facette de, de certains lieux, quoi. Et il y avait j'avais entendu dire que sur place, il y avait quelqu'un qui se prénommait Arturo, qui se prénomme Arturo, et qui avait fait beaucoup de recherches sur l'origine des Rapa Nui, et qui avait monté en centre de préservation des traditions Rapa Nui. Sauf qu'il n'était pas là au moment où j'étais sur l'île.
Et, euh, et du coup, bon, je me suis dit, ben, tant pis, je ne verrai pas Arturo. Et le dernier jour, je vais à l'aéroport. Il faut imaginer l'île de Pâques, il y a un vol par jour. L'aéroport, il est ouvert pour en vol. Euh, voilà. Et je vais à l'aéroport, puis il y avait un papier sur l'aéroport, scotché comme ça, vol retardé de 5 heures. C'est comme ça que ça se passe à l'île de Pâques. Sûrement que c'était sur Internet, mais j'avais pas été vérifié. Et du coup, ma guide locale me dit, ben écoute, on a 5 heures, tiens, on va voir si Arturo ne serait pas revenu. Et en fait, dans cet espace-temps, j'ai trouvé, j'ai pu rencontrer Arturo qui m'a tellement donné d'indications sur les lieux, là où il fallait aller. Je me suis dit, mais c'est assez incroyable. Et derrière cette anecdote, il y a plusieurs choses. C'est que déjà, il y a ce fameux lâcher prise. euh, je viens repérer, je viens en quête d'adresse, de contact. Ah, Arturo, il est très important. Paf, il n'est pas là. Et c'est au moment où je dis, ben tant pis, je ne verrai pas Arturo, je vais prendre mon avion, et ben paf, la rencontre se fait, quoi. J'ai eu quand Il y même. a peut-être une synchronicité aussi, c'est Oui, parce que tu es éveillé. c'est ça. C'est ça. C'est l'inverse de ce que tu as dit tout à l'heure, Oui, attention. oui, non, non, mais j'ai aucun souci pour parfois me contredire, mais c'est vrai que là, c'était quand même assez chouette, quoi. Ah oui, Voilà une belle effectivement. anecdote. J'en ai plein, hein. Bah, je m'en doute. On pourrait rester des heures et des heures, à mon avis. On continue avec Laurence. Bah, j'ai une question qui va faire polémique. Alors, je la soumets. Elle dit ça à la modératrice, parce que la modératrice fait attention aux questions qui sont posées. Alors, je te la soumets avant, à savoir si avec le Covid et les vaccins, est-ce que cela va changer ces voyages et exigences? Alors, c'est pas du tout polémique. Je Bah, dirais, c'est pratique, surtout. je suis très au courant de ce qui se fait et de ce qui se trame. Je pense que nous allons vers un temps où il y aura des formalités sanitaires. Comme après le 11 septembre, on a vu arriver des formalités sécuritaires, je pense que pendant quelque temps, on aura des formalités sanitaires. La compréhension que j'ai, c'est que la direction de l'OMS s'est prononcée contre l'obligation vaccinale pour voyager. La plupart des pays sont contre l'obligation vaccinale pour voyager et la plupart et la quasi-totalité des agences de voyage de la planète sont contre l'obligation vaccinale et les compagnies aériennes sont contre l'obligation vaccinale. Donc aujourd'hui, je pense, je peux peut-être me tromper, mais ce que je pressens, c'est que il y a un pays qui impose l'obligation vaccinale, c'est Israël. Euh, mais moi, toutes les infos que j'ai, même dans les pays, c'est que il y a très très peu de chances pour que cette obligation-là s'impose, quoi. Euh, Néanmoins, on va probablement vers l'instauration de ce qu'on appelle un pass sanitaire, c'est-à-dire que pour prendre l'avion, probablement, il faudra ben, soit être vacciné, mais ou Un bien test. avoir été covidé et donc être jugé Ouais. immunisé, ou alors avoir un test négatif. Et la bonne nouvelle, c'est que maintenant, il y a des tests qui se développent, qui sont un peu moins intrusifs, moins désagréables que les couvillons qui remontent un petit peu haut dans le nez et sur lesquels il y a beaucoup de discours. Il y a de nouvelles façons de tester qui vont forcément s'imposer puisque le monde entier veut revoyager. Enfin, pas uniquement pour des Évidemment. questions de voyage plaisir ou conscience, Ouais. mais par nécessité. Donc, de toute façon, j'ai une foi profonde en l'humain, on va trouver des solutions, quoi. C'est bien, c'est Oui, optimistique. oui, 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 oui. Ben, là, nous, par les temps qui courent, on, on maintient nos voyages à Bali et en Égypte. Euh, a priori, Bali devrait s'ouvrir le 1er juillet, c'est ce qu'on dit et redit sur place. On croise les doigts pour qu'on puisse quitter l'Europe d'ici là. Ceci étant dit, on peut d'ores et déjà quitter l'Europe parce qu'il suffit, la France a dit on ne peut pas quitter l'Europe, mais vous pouvez aller en Allemagne, en Espagne, etc. Et de là, vous pouvez prendre un avion
Voilà. partout où vous Ouais. voulez dans le monde. Voilà, notre gouvernement a oublié qu'on était en Europe. Donc, il y a des choses qui sont possibles et je suis plutôt optimiste, hein. Je pense que les choses vont repartir à leur rythme. Il y aura des choses possibles, d'autres qui ne seront pas possibles, mais je pense que le pire est derrière nous, j'ai l'impression. Très optimiste, très bien. Allez, moi je soutiens cet optimisme en tout cas. Je sais pas si ça sert à grand chose, Si, mais j'ai je toujours de le soutiens. l'énergie en Allez, plus. voilà, c'est ça. On continue avec Maëlys. Désolé de ne pas avoir lu ses ouvrages. Tu en as fait qu'un de livre d'ailleurs Alors, en fait, il va y en avoir 5. C'est-à-dire Ah, le deuxième tome qui est sur donc pour dire le premier tome est sur la guérison, Tony guérit. ouais. Le deuxième tome qui est déjà écrit, qui en ce moment est en travail chez l'éditeur, euh, est sur ce que j'appelle la prospérité spirituelle. Là aussi, qu'est-ce que j'ai comme chose à dire sur cette thématique de prospérité, d'abondance, de finance dans un contexte de spiritualité et de conscience. Là, je suis impatient de m'exprimer là-dessus et Mhm. d'apporter mon témoignage là-dessus, parce que je trouve qu'il y a beaucoup à dire, surtout en France. J'y vais franco. Et, euh, et donc, je vais bientôt écrire le tome 3. Donc, le tome 2 va sortir début 2022, puisque le tome 1 va sortir en livre de poche en février 2022 chez Pocket. Donc, je suis très honoré en tant que premier auteur, enfin, Ah premier oui, livre, purée. d'être déjà en livre de poche. Et, euh, et du coup, ils vont sortir ce qu'on appelle le grand format du tome 2 après le livre de poche. Voilà. Et après, Hmm. aujourd'hui, j'ai envie d'écrire cinq livres sur les aventures de Tony. En tout cas, c'est un beau voyage, hein. Oui, mon L'aventure intention de était l'auteur. assez. Je veux que le lecteur passe un bon moment, Ah ben, qu'il voyage. Et je puis, confirme, confirme. ici ou là, j'ai mis quelques petits principes spirituels qui m'empreignent. Et voilà, Ah bah oui. roman plaisir. Et c'est réussi. Merci. Alors, Maëlys se demande, a-t-il approché des peuples premiers comme les aborigènes d'Australie, les Bushmen d'Afrique du Sud, les Amérindiens d'Amazonie et des Mongols des steppes? Est-ce que Voilà, tu les as approchés tous? les Mongols des steppes et les aborigènes, oui. Les aborigènes, si on a 2, 3 minutes, je veux bien en parler parce que je pense que ça a été l'une des expériences les plus fortes que j'ai pu avoir. Déjà, j'ai mis énormément de temps pour trouver une communauté aborigène qui m'accepte pour un séjour chez eux. Mais j'ai trouvé. Et en fait, il s'est passé la chose suivante, c'est qu'ils m'ont permis de mettre ma tente à côté de leur installation. Euh, et en fait, ils m'ont laissé là. Ils sont pas venus me voir. Et j'avais quelqu'un qui m'amenait à manger. Et je lui disais, bon, quand est-ce qu'on va discuter, quand je vais vous rencontrer? Il me dit, je sais pas. Alors, il faut imaginer le bush aborigène, hein, on est à 40 degrés en journée et à 0 degré la nuit. On est équipé, il y a les fameux swags australiens, c'est des matelas, on rentre dedans, donc on n'a pas froid, etc. Mais bon. Et puis un jour, un homme vient me chercher, me dit, tiens, on va te montrer quelque chose. Et puis il m'emmène, on fait un chemin, on marche à peu près en kilomètre et demi. Et là, dans ce bush donc, qui est très, très, très aride, euh, il m'emmène dans un holy water, donc source sacrée. Et je me retrouve avec des grosses roches et, et de l'eau très, 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 très claire, des arbres très verts. C'est très, très étonnant. Et puis il s'assoit, moi je m'assois et il se passe rien, et il me dit rien. Et
Du coup, je fais mon petit exercice de reliance. Je dis, bon, où est-ce que j'en suis? Comprends pas, ok, je suis dans l'incompréhension, etc. Puis il me ramène à ma tante. Et puis le lendemain, il revient me chercher et puis il me réemmène au même endroit. Et je dis, bon, ok, il est beau ce lieu, j'aimerais savoir ce que ça représente pour les aborigènes, etc. Il dit rien. Voilà, c'est dans ces moments-là qu'on se souvient que les aborigènes ont quand même été blessés par l'homme blanc et on a aussi tout cet héritage qui rentre en soi. Parce que la question des peuples premiers est assez délicate, ça mériterait pratiquement une émission. C'est que les peuples premiers ont souvent été blessés par l'homme blanc et que il y a beaucoup de défiance aujourd'hui. Je suis désolé de pas nourrir forcément les fantasmes spirituels, mais c'est la réalité. Euh, et il y a beaucoup de lieux où ils sont un peu maltraités, on va dire, hein, voilà. Donc, je referme cette parenthèse et toujours est-il, dans mon deuxième temps de reliance sur ce Holy Water, je me mets je ne sais pas pourquoi, j'imagine des boules blanches, quoi, un truc un peu bizarre. Et puis on rentre au village et le gars me dit, bon, qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Je dis, ben rien, voilà. Et puis au moment où on se sépare, je lui dis, ah, si à un moment donné, oh, ça va te paraître bizarre, bon, c'est peut-être moi, voilà, je dis, j'ai vu des boules blanches. Il me dit, tu as vu des boules blanches, c'est bien. Demain, on va t'emmener dans un autre lieu. Oh! Effectivement, il m'a emmené dans son lieu où les femmes accouchaient, etc. En fait, j'étais dans une situation de test. Mais ça rigolait pas, quoi. Il y avait une exigence. Et en fait, du coup, ils m'ont vraiment montré que, euh, que, que le chemin vers ce que eux appellent le temps du rêve, c'est pas un chemin de complaisance. Je dis pas qu'il est forcément difficile, hein, mais c'est vraiment en chemin d'intégrité, quoi. D'intégrité, c'est-à-dire d'écoute très fine de soi-même et de ne pas aller dans notre ego, peut-être spirituel, qui va nous Hmm. raconter des histoires qui nous plaisent bien pour nous dire à quel point on est éveillé et supérieur et qu'on est peut-être, voilà, ça c'est des histoires. Hmm. Simplement, au fond, il y a quelque chose où vraiment on est dans une sincérité avec nous-mêmes et avec l'autre. Et ça, pour moi, c'est toujours quelque chose d'important, quoi. Ah, tu le décris très bien. Pardon, excuse-moi. Non, je voulais dire, tu le décris très bien, la vision des petites boules blanches Ouais. dans le livre. Tony, Ouais. Tony les voit. Oui, oui, oui. Et l'expérience qu'il a eue derrière d'expansion de conscience, Ouais. euh, ces peuples-là protègent leur tradition. Et ils ont eu le cadeau de m'en montrer un peu. Et je l'ai vraiment vécu comme un immense cadeau, quoi. Ah oui. Et ce que je... Bon, Oui, tu as bien décrit aussi la défiance qu'il y avait face à Tony, oui, face à l'homme blanc. Puis on voit pour se faire accepter qu'il a dû travailler sur lui, laisser beaucoup de choses c'est de ça. côté, quoi. Ça a été l'une des expériences, je dirais, les plus confrontantes. Euh, à la fin, lumineuse, mais au début, confrontant et inconfortable, quoi. Ouais, je me doute bien. On va finir par la dernière question. C'est Claire qui pose la question. Déjà, je voudrais m'excuser auprès de toutes les personnes qui ont posé des questions. Il y en a eu beaucoup, il y en a beaucoup d'autres. Mais voilà, à un moment, faut s'arrêter quand même. Donc voilà. Alors c'est Claire qui pose cette question. S'il lui restait un rêve ultime à réaliser, quel serait-il? À la Polynésie. Bora Bora. Alors, je m'explique. C'est encore un truc qui Ouais. me donne des frissons, c'est incroyable ce soir. Euh,
C'est parce qu'il y a des bonnes énergies, Oui, c'est pour oui, ça. Bora Bora. Alors, tout le monde imagine l'île de rêve, etc. Et des fois, les gens me disent quoi? Bora Bora, une île sacrée? Bora Bora, en tahitien, Bora Bora. C'est la première, ça veut dire la toute première. Selon la légende, c'est la première île que Dieu aurait fait. Et cette île a quelque chose déjà de magnifique parce que ce qui est unique au monde, c'est que le lagon de Bora Bora, qui est très très grand, donc entre la côte et la barrière de corail, il peut y avoir entre 500 mètres et jusqu'à 2 kilomètres. Il n'y a pas de coraux, à la différence des autres îles. Quand on n'est pas allé sur place, on dit les îles sont paradisiaques, mais la plupart ont des coraux dans le lagon. Et Bora, c'est du sable blanc sur en kilomètre ou deux, quoi. Donc il y a quelque chose de très esthétique et c'est centré autour d'un volcan sur lequel il y a eu beaucoup à la fois d'énergie, de rituels et de tabous. Et c'est l'endroit où je pourrais penser m'installer. Euh, on peut Génial. comme Paul-Émile Victor, ou on peut, bon, Jacques Brel et Gauguin l'ont fait plutôt aux îles Marquises, que je connais aussi, qui sont Ouais. dans notre style, mais j'ai pu percevoir sur place que quand je pense à Brel et la vie tourbillonnante qu'il a eue, euh, pourquoi il a aimé s'installer dans une île où il n'y a pas grand-chose. Et dans ce pas grand-chose, je pense que ça aide peut-être à trouver certaines dimensions, quoi. Mhm. Eh ben, Voilà, bientôt Bora Bora alors. on va voir. Oui, Voilà Eric, merci, hein. Merci beaucoup, merci de nous avoir fait voyager. ben avec plaisir. Voilà, c'est mon témoignage de globe-trotter. C'est ce que toutes ces rencontres m'ont apporté. Voilà. Je suis sûr on pourrait continuer des Oui, heures avec toi. Et, là, il y a les anecdotes. Je pense que on en est on a parlé d'une toute oui. petite partie à mon avis. Mm. Alors n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, hein, évidemment, pour ne rien manquer. Évidemment, des belles vidéos comme on vient d'en faire une avec Eric. Et pour soutenir la chaîne, il y a un lien PayPal aussi, hein, dans la description de la vidéo. Demain, je vous donne rendez-vous avec l'impossible, avec Alexandra et Jacques Birolini. Il y a la numérologie et l'astrologie. Ça va être, je pense, un très très beau moment. Et bien sûr, le 2 juin, c'est le premier grand atelier de l'impossible avec 4 clairvoyants, Marie Nanton, Alexandra, Manuela et Sébastien Sochard. Et puis voilà, et puis là, c'est pour s'inscrire, le lien, bah, je ne sais pas si le lien est sous la vidéo ou pas. En tout cas, je le mettrai. Eric, je vais te laisser le mot de la fin. Le mot de la fin, voyager en conscience, c'est grandir en amour. Ah oui. Et Et là, tu vas dire toutes namasté. mes bénédictions à tous les gens qui nous regardent et qui nous écoutent. Ben, c'est super comme mot de la fin. Je te remercie encore et je remercie tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde. Et je vous fais tous de gros bisous.